Les chapitres qui sortent en ce moment nous mènent de plus en plus vers le One Piece et les enjeux qui tournent autour. Et encore une fois, celui-ci n'en fait pas exception. Les Mugiwara n'ont toujours pas quitté les terres de Wano, mais ça ne saurait tarder avec, qui plus est, un membre en plus. De son côté, le monde ne cesse d'être bousculé par les événements récents, entre le problème que rencontre le gouvernement avec la fin de la rêverie et des révolutionnaires, et le bouleversement de l'équilibre des forces entre les trois grands pouvoirs. Mais pour le moment, ce chapitre met en pause toutes ces intrigues, pour se concentrer sur la nouvelle ère que Luffy et ses alliés ont mis en place en battant Kaido. Et c'est à partir de ça que la suite de l'histoire va se construire. Mais il reste tout de même pas mal d'obstacles face aux Mugiwara avant de pouvoir enfin mettre la main sur le One Piece. Le dernier Road Poneglyph dont on a pour le moment aucune information, la mort de Cobra et la disparition de Vivi, l'ouverture retardée des frontières de Wano et bien sûr l'entrée en scène des révolutionnaires avec les différentes accusations qui entourent Sabo. Ce sont tous ces éléments qui vont sans doute être les principales priorités de l'équipage de Luffy. C'est encore une fois un chapitre rempli de grandes révélations qui continue de petit à petit mettre en place la suite de l'histoire. Donc abonnez-vous pour ne pas la rater et on est parti pour la review complète du chapitre 1055 de One Piece. On met en pause les intrigues autour de Sabo pour se concentrer sur ce qu'il se passe en ce moment même sur les terres de Wano. Les habitants du pays fêtent la fin de la tyrannie qu'ils ont vécue pendant plus de 20 ans en compagnie de Luffy et de ses alliés, et l'amiral Ryokugyu est toujours bien décidé à ramener la tête du capitaine des Mugiwara au gouvernement. Cependant, dans le chapitre précédent, les fourreaux rouges, Yamato et Momonosuke s'y sont opposés, avant même qu'ils ne puissent atteindre la capitale des fleurs. On voit dans ce chapitre que Ryokugyu est vraiment très puissant et qu'il n'est pas un adversaire à sous-estimer. Son pouvoir lui permet d'affronter sans réelle difficulté plusieurs adversaires à la fois. Découper les arbres qu'il fait pousser n'a pas l'air très efficace et même le feu ne semble pas lui faire grand chose. Pourtant, même en ayant peu de chances de le battre, Momonosuke ne veut pas que Yamato ou Luffy n'interviennent. Si je me demandais pourquoi il avait pris une telle décision la semaine dernière, c'est parce que je pensais qu'il avait une autre idée derrière la tête, et c'est effectivement le cas. En effet, si Momonosuke ne veut pas recevoir d'aide de la part des Mugiwara ou des autres alliés de la guerre, c'est tout simplement pour être capable de défendre lui-même son pays une fois que tous ses puissants amis seront partis. S'il n'est pas capable de défendre les habitants de son pays, alors ça ne sert à rien qu'il en devienne le shogun. Il leur a fait une promesse et compte bien la tenir jusqu'au bout. À travers ces paroles, on comprend aussi que Yamato va bel et bien rejoindre Luffy. Elle avait déjà annoncé aux Mugiwara qu'elle les rejoindrait au chapitre 1051, mais même à son réveil, Luffy n'avait toujours rien confirmé, ce qui pouvait continuer de nous faire douter par rapport à ça. Mais au final, il semblerait que Yamato Mugiwara soit déjà bel et bien acté pour Oda. Le chapitre se poursuit sur Robin et Sukiyaki qui ont été rejoints par Law qui s'inquiétait de sa disparition. Souvenez-vous, dans le chapitre 1053, pendant que Luffy et les autres fêtaient leur victoire face à Kaido et Big Mom, Robin s'était éloignée pour chercher le poneglyphe que Brook avait trouvé au cours de l'arc Wano. Elle a rapidement été rejointe par Tengoyama Itetsu qui lui a révélé être Sukiyaki Kozuki, le père d'Oden, qui était censé être mort il y a déjà 25 ans. Durant ce chapitre, on a pu avoir la confirmation que le poneglyphe d'Alabasta disait la vérité, en indiquant que Pluton se trouvait sur Wano. On a aujourd'hui la suite directe de ces révélations, avec Sukiyaki qui emmène Law et Robin dans les profondeurs du pays de l'harmonie. En descendant toujours plus bas sous le niveau de la mer, les deux pirates découvrent l'existence d'un ancien Wano vieux de plus de 800 ans. En effet, les frontières de Wano ont été fermées à la sortie du siècle oublié par les Kozuki eux-mêmes qui craignaient la montée en puissance du gouvernement mondial et de tout ce que le siècle oublié impliquait à ce moment-là. À travers ce chapitre, on comprend enfin comment fonctionnent les frontières du pays de l'harmonie. C'est un grand mur de pierre placé tout autour du mont Fuji. À partir de ce moment-là, le pays était devenu totalement inaccessible à quiconque voulait rentrer ou sortir du pays. Malheureusement, cette fermeture a eu des conséquences puisque l'eau de pluie ne pouvait plus rejoindre la mer et a complètement englouti la ville, Pluton et le Road Poneglyph qui a été laissé là-bas. Pour pallier à ça, les habitants du pays ont construit un nouveau Wano par rapport au nouveau niveau de la mer. C'est pour cette raison que la mer de Wano n'est pas faite d'eau salée et qu'on y retrouve des poissons pouvant évoluer dans une eau douce. L'ouverture des frontières se fait donc en brisant les murs mis en place il y a 800 ans et en faisant s'écouler l'eau de pluie dans la mer, libérant ainsi toute la ville immergée. C'est sûrement pour cette raison que Zunesha était utile à cette ouverture et est parti quand Momonosuke a pris sa décision. D'ailleurs, l'objectif d'Oden se clarifie de plus en plus. En effet, c'est en découvrant les secrets de Laugh Tale qu'il a soudainement voulu ouvrir les frontières de Wano.
Et quand on sait que lui, Roger et ceux qui les accompagnaient sont arrivés trop tôt, on peut en tirer quelques conclusions. Comme je viens de le dire, on apprend au chapitre 968 que l'équipage du roi des pirates est arrivé trop tôt, parce que Poséidon n'était pas encore né. Alors on peut imaginer que c'est une fois sur Lost Tale que les armes antiques vont réellement commencer à servir. Comme Oden nous l'avait dit, il voulait que l'ouverture du pays se fasse afin d'accueillir Joy Boy. Une décision qui nous avait pas mal surpris, puisqu'on se doutait que Luffy était l'incarnation du garçon souriant, et malgré un pays fermé, il avait tout de même réussi à y pénétrer, rendant à première vue la volonté du samouraï discutable. Mais en réalité, c'était pour une toute autre raison. Son réel objectif était que Pluton soit accessible au moment où Joy Boy serait de retour pour qu'il puisse accomplir ce que lui et son capitaine n'avaient pas pu terminer. En découvrant Lost Tale, Luffy ne fera pas que simplement découvrir ce que Roger a découvert, mais il va véritablement agir sur le monde et faire disparaître le mal qui est petit à petit en train d'en prendre le contrôle. Mais alors, pourquoi Momonosuke a renoncé à ouvrir les frontières de son pays comme le désirait son père ? Eh bien pour moi, la raison est simple. Même s'il n'est pas au courant pour Pluton, il sait qu'ouvrir les frontières de Wano les exposerait au monde actuel qui n'évolue pour l'instant pas dans le bon sens. Pour protéger son pays de ce mal, il a donc pris la décision de ne pas suivre la volonté de son père. Mais quoi qu'il arrive, le jour où Joy Boy aura besoin de Pluton, Momonosuke sera averti et ouvrira ses frontières pour bâtir un monde meilleur. De plus, si Zunesha lui avait appris quelque chose, il aurait aussi pris la décision de ne pas exposer l'arme antique aux yeux de tous, puisqu'en brisant le mur autour du pays de l'harmonie, il donne la possibilité à n'importe qui de venir s'en emparer. En soi, en gardant ses frontières fermées, Momonosuke attend simplement le bon moment. On retourne maintenant auprès des fourreaux rouges, Momonosuke et Yamato, qui ont toujours autant de problèmes face à Ryokugyu. L'amiral leur avoue que si Kaido était encore là, il ne serait pas venu et que pour n'importe quel adversaire, sa présence suffisait à les éloigner. Et à partir de maintenant, je vais essayer de vous donner mon avis quant au débat un peu chiant qu'on voit un peu partout sur les amiraux et les yonko. Puisque oui, à l'heure actuelle, un amiral, aussi puissant soit-il, ne peut pas faire grand chose face à la force démesurée d'un yonko. D'ailleurs, les personnages pouvant vaincre un empereur sont très peu nombreux, et peuvent se compter sur les doigts d'une seule main. Et ce chapitre nous le montre, simplement en sentant le haki des rois de Shanks, Ryokugyu a compris qu'il n'allait pas faire grand chose, encore plus face à un équipage complet. Mais attention, parce que oui, un amiral est bien moins fort qu'un yonko, mais ils restent tous très puissants, et donneraient du fil à retordre à n'importe quel adversaire. Dès l'introduction des empereurs, au chapitre 432, Garp nous affirme qu'ils sont les pirates les plus puissants qui existent sur Terre, et que c'est pour cette raison qu'ils dominent le Nouveau Monde. Mais pour ne pas se laisser submerger par leur domination croissante, la marine a eu besoin de se défendre face à tant de puissance, et aujourd'hui, grâce aux 3 amiraux et anciennement aux 7 grands corsaires, ils sont capables de répondre à leurs menaces. C'est ce qu'on appelle les 3 grands pouvoirs. Grâce à ça, la marine peut riposter si un de ces 4 équipages yonko devient trop violent, et ainsi, aucun des deux camps n'est en mesure de prendre l'ascendant sur l'autre. Et pour mettre fin au débat, oui, la marine est capable de contenir un seul équipage d'empereurs à la fois. Il est d'ailleurs très simple de le prouver, puisqu'à première vue, les yonko ne sont pas des alliés. Ce sont tous des pirates, mais ils ne combattent pas ensemble, et n'ont rien à faire entre eux, et sont avant tout des adversaires. Et pendant l'arc Wano, c'était toute la problématique du gouvernement. En effet, l'alliance entre Kaido et Big Mom était un événement totalement inattendu qui leur a vraiment fait peur. Donc les yonko ne sont pas censés s'allier puisqu'ils sont à la base des adversaires, et donc la marine n'est pas préparée à affronter plusieurs équipages d'empereurs à la fois. D'ailleurs, les empereurs sont globalement tous de niveau équivalent. On l'a vu quand Barbe Blanche et Shanks se sont affrontés, ou avec Big Mom et Kaido. Mais c'est quelque chose qu'il est très simple de déduire même sans avoir assisté à de réels affrontements, puisqu'un empereur, à l'exception de Barbe Blanche, a pour objectif de mettre la main sur le One Piece. Or, si un de ces 4 pirates était plus fort qu'un autre, il aurait déjà pris les devants, aurait anéanti tous ses concurrents, et serait déjà le roi ou la reine des pirates. Je trouve dommage que des débats aussi peu utiles que celui-ci prennent autant de temps et d'attention à certaines personnes, c'est pas vraiment l'essence du manga, et à part de la violence gratuite entre les pro-amiraux et les pro-yonko, on ressort jamais avec beaucoup de réponses constructives. La plupart se basent sur des arguments qui ne tiennent pas debout, ou qui sont déformés dans tous les sens, qui s'apparentent beaucoup plus à du sophisme qu'à un véritable débat. Le but n'est pas de donner des arguments cohérents, mais plutôt de faire croire qu'ils le sont, au travers d'insultes et toutes sortes de rabaissements. Surtout que dans ce genre de débat de puissance, on en oublie l'essence même de One Piece, qui est que si un personnage a un rêve ou une quelconque ambition, il donnera tout pour évoluer et devenir plus fort afin d'y arriver. Peu importe le rang de Zoro, que Mihawk ait un niveau yonko ou non, il donnera tout pour le vaincre à un moment ou un autre.
Il s'est juré de devenir le meilleur épéiste au monde, alors il y arrivera. Et ce n'est pas parce que c'est un second équipage que sa puissance et sa volonté d'avancer sont limitées. Tous les personnages de One Piece évoluent et apprennent de leurs erreurs. Après l'ellipse, Akainu est sûrement devenu beaucoup plus fort qu'il ne l'était lors de la guerre de Marineford ou lors de son combat contre Aokiji. La puissance dans One Piece n'est pas aussi linéaire qu'on cherche à nous le faire croire depuis quelque temps un peu partout sur les réseaux. Parlez de puissance si ça vous intéresse, mais arrêtez d'inventer des faits ou de tourner la moindre phrase ou le moindre événement à votre avantage juste pour avoir raison. Pour l'instant, il y a beaucoup trop de personnages dont on ne sait strictement rien, et ce n'est pas 2 échanges à Marineford qui vont nous en dire plus. Pour revenir au chapitre, je trouve le personnage de Ryokuyu très cool, ses pouvoirs ont l'air vraiment puissants, et à l'image d'un Marco, il a l'air vraiment difficile à faire tomber, puisque comme le phénix, il semble pouvoir se régénérer comme il le souhaite. Quand il est désintégré par le Borobresse de Momonosuke, une petite plante repousse instantanément, nous indiquant qu'il est quasiment impossible à faire disparaître. Mais encore une fois, la présence de Shanks le dissuade d'aller plus loin, et il part sans plus attendre. Personnellement, je suis pas mal déçu de l'amiral à ce niveau-là. Je trouve ça dommage de l'avoir introduit avec un tel objectif, pour au final le faire partir aussi vite. Avec toute la conviction qu'il avait, je m'attendais vraiment à ce qu'il puisse poser beaucoup plus de problèmes, et j'aurais trouvé ça cool de le voir aller un peu plus loin. C'est aussi la première fois qu'on a un aperçu de la puissance de Shanks, et c'est vrai qu'il a pas l'air de rigoler, et j'ai vraiment hâte de le voir se battre réellement un jour. Il y a aussi cette case où on pourrait distinguer Uta, sa fille adoptive et personnage principal du film Red. J'ai pas réussi à savoir si c'était une info officielle ou si c'était une simple interprétation d'un des traducteurs du chapitre, donc c'est évidemment à prendre avec des pincettes. Ça pourrait aussi être quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec elle. Mais ce serait cool que, un peu à la manière de Shiki, Oda rende le personnage et son histoire canon, sans pour autant que le film le soit. En plus de ça, il est possible que ce soit ça, puisqu'Oda a affirmé que certains éléments du long métrage allaient être canon à l'histoire. Et si c'est le cas, il reste à savoir si la relation entre elle et Luffy a réellement existé ou si elle est propre au film. Dans tous les cas, Shanks nous cache encore énormément de mystères, et j'espère vraiment qu'on le reverra très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo ces derniers jeudis et je suis vraiment désolé pour ça. En ce moment j'ai beaucoup de mal à trouver des idées qui me plaisent vraiment et j'espère qu'il y aura une vidéo jeudi, mais cette fois-ci je préfère rien promettre. Par ailleurs, si vous avez envie de me voir parler de certains sujets, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ce sera un plaisir de voir ce que je peux faire avec tout ça. Et si on ne se revoit pas dans la semaine, je vous dis à dimanche prochain pour la review du chapitre 1056.